On vous souhaite la bienvenue à ériclatour.com. On parle santé aujourd'hui. Dans quelques instants, on reçoit un infirmier auxiliaire qui a été l'une des têtes d'affiche d'une campagne nationale de son ordre professionnel. Mais tout d'abord, parlons de la mise sur pied d'une clinique mobile ouverte à toute la population. Parlons de cliniques mobiles maintenant disponibles et accessibles à l'ensemble de la population. Qu'est-ce que c'est au juste? Deux invités pour en parler. D'abord, Véronique Guimont, qui est directrice des services hospitaliers, volet urgence, bloc opératoire et services généraux de première ligne au CIS de la Montérégie-Centre. Bonjour. Bonjour. Accompagné de Sylvain Bernier, qui est le directeur des opérations et ressources humaines chez Ambulance de Mers. Bonjour et bienvenue. Bonjour. Question toute simple. Une clinique mobile, qu'est-ce que c'est au juste? Une clinique mobile, c'est dans le fond, c'est un duo d'une infirmière clinicienne et d'un paramédic qui travaillent ensemble pour donner des soins, pour répondre à des besoins de santé qui sont non urgents, mais qui peuvent être quand même aigus, pour éviter une consultation en urgence, une consultation là, vers un médecin. Donc, vraiment, on couvre quand même une très, très grande panoplie. L'objectif, c'est de se déplacer vers la population et non de faire déplacer la population vers nos services. Et ce principe de clinique mobile existait déjà depuis un certain temps? Bien, en fait, on a commencé l'année dernière. On a débuté l'année dernière le projet avec l'équipe du CIS Montérégie-Centre, avec une clientèle très, très nichée. On voulait tester le produit, voir est-ce que ça répondait à des besoins, d'une part. Est-ce qu'on pouvait arrimer les pratiques avec l'équipe soignante. Et donc, fort de ce résultat-là, du succès qu'on a eu, bien, justement, là, cette année, on élargit l'accès à l'offre de service. Ça, ce que ça veut dire, c'est que depuis un an, cette clinique mobile-là, elle servait principalement à quel type de clientèle? Personnes âgées, entre autres? Mais... L'année dernière, c'était les patients qui avaient les usagers qui avaient 65 ans et plus, qui n'avaient pas accès à un médecin de famille ou ils n'avaient pas de médecin de famille. Donc, puis l'année dernière, c'était vraiment pour partir le projet de la clinique, évaluer comment on pouvait travailler. Et cette année, on a changé notre offre de service pour l'élargir. Bon. L'idée partait de où? Est-ce qu'on connaît un peu les origines de ce projet-là? Bien, si tu me permets, en fait, oui. C'est une idée, je vous dirais, qui est partie rapidement du CIS Montérégie-Centre qui nous avait interpellé un matin. Bon, on était en pandémie, rappelez-vous, les urgences débordaient. On nous disait, avez-vous des solutions, avez-vous des idées? On avait échangé avec l'équipe sur une série d'idées. Notamment, on avait réfléchi à l'idée de dire, bien, est-ce qu'on peut voir la clientèle à l'extérieur de l'urgence? Est-ce qu'on pourrait, dans le fond, les trier avant? C'est un peu l'idée de départ. Qui par la suite s'est raffiné à un point tel où on s'est dit, bien, en fait, l'équipement, c'est une clinique mobile de proximité, c'est une autocaravane pour se rapprocher, donner l'accès aux citoyens plus proche de son milieu de vie, plutôt qu'il se déplace à l'urgence parce qu'il n'y a pas d'accès. Bon, mais à la base, personnes âgées principalement, disons, sans médecin de famille. Là, maintenant, vous décidez de l'élargir à la population en général. Ça consiste en quoi? Cette année, on a décidé de faire vraiment de bonifier l'offre de service, vu que l'année dernière, avec la clientèle très particulière qu'on avait ciblée pour vraiment un peu la débuter, cette année, on fait dans le fond, on dit 0-100 ans, mais on refuse personne après 100 ans, là, bien sûr. Et n'ayant pas accès à un médecin de famille ou n'ayant pas de médecin de famille. Pour nous, c'est très important, cette différence-là, parce que... C'est quoi la nuance entre les deux? Dire, j'ai pas de médecin de famille ou j'ai pas accès à un médecin de famille? C'est quoi la différence? Bien, il y a beaucoup de médecins de famille. La majorité des médecins de famille sont dans des groupes de médecins familiaux. Donc, là, ils ont des systèmes de rendez-vous, Il y a encore des patients qui ont un médecin qu'on dit qui pratique en solo, donc il peut pratiquer dans sa clinique à lui seul, puis qui n'ouvre pas de rendez-vous la fin de semaine parce qu'il est quand même seul à offrir là. Donc, nous, ce qu'on s'est dit, c'est que l'objectif, c'est d'offrir des soins aux patients, nonobstant son statut d'inscription ou non. Le patient n'aurait pas à se questionner. Faisons, puis même si un patient qui vient avec un médecin de famille, c'est pas ce qu'on souhaite, c'est toujours de le diriger vers son GMF, vers son médecin de famille. Mais je peux comprendre qu'il y a du monde qui ont des médecins de famille, mais qui n'ont peut-être pas accès à leur médecin de famille. Exact, c'est ça. Puis nous, ce qu'on veut, c'est que nos équipes et le patient n'ont pas à se questionner là-dessus. Nous, on fera les arrimages administratifs en conséquence avec les cliniques ou quoi que ce soit, parce que l'objectif, c'est de donner de l'accès à des soins, c'est d'offrir des soins plus variés, donc tant au niveau de tout ce qui est, exemple, les otites, les grippes, même des débuts un peu de détresse respiratoire, là, de syndrome un peu qui pourrait venir affecter au niveau des pneumonies ou des choses comme ça. Vraiment tout ce qui est infectieux. Puis à partir de là, on a mis tous des corridors en place avec des partenaires médicaux, avec nos urgences, avec nos pharmacies aussi, avec des organismes communautaires qu'on peut référer rapidement le patient pour qu'il y ait le bon traitement.
Êtes-vous à même d'évaluer la charge de travail additionnelle que ça va vous donner? C'est-à-dire que là, vous aviez une clientèle très ciblée. Là, vous l'ouvrez, comme on dit, comme en anglais, on dit « at large », là, vraiment. Est-ce que vous êtes à même de mesurer l'accroissement, disons, de la clientèle que vous allez avoir? Bien, on le sait qu'il y a énormément de patients qui sont sur le guichet d'accès à un médecin de famille qui attendent. Donc, on le sait qu'on a cette clientèle-là. On fait beaucoup le lien avec le guichet d'accès première ligne qui est aussi dans mes secteurs. Ouais. Donc, on le sait beaucoup la clientèle qu'on peut avoir. Donc, c'est des vases communicants. La clinique mobile est vraiment venue nous donner un peu la même offre de service. On a des plages de rendez-vous qu'on continue à bonifier parce qu'au début, on se donne, là, ça a parti la semaine du 1er mai, on se donne encore... cette semaine, on a déjà doublé le nombre de rendez-vous qu'on avait par jour pour augmenter encore parce que autant notre paramédic, là, Stéphane, qui est là, que notre infirmier, Maurice, là, la majorité du temps, ils ont vraiment un bon rythme pour évaluer les patients, bien les évaluer, bien intervenir, puis par la suite, l'orienter si besoin. Donc... Bon. C'est une clinique mobile, donc c'est mobile, ça se promène. Exact. Elle se promène où, cette clinique-là, au juste? Bien, en fait, on a ciblé là, je vous dirais, les endroits, les secteurs là, où il y avait, les plus grands besoins, les plus grandes demandes, la difficulté d'avoir accès à des services. Donc, notamment Saint-Jean-sur-Richelieu, là, c'est l'endroit où il y a une grande population, mais la clinique se déplace également à Marieville, à Saint-Césaire, à Saint-Bernard-de-la-Colle, notamment, et il y a d'autres municipalités qui vont également s'ajouter, Chambly. Pour ne pas le nommer. Donc, il y a des municipalités comme ça là, qui vont être visitées dans le cadre d'une tournée. Il n'est pas dit qu'il ne s'en rajoutera pas le cas échéant. On analyse naturellement en fonction de la demande, des besoins, mais ce que je peux déjà vous dire, Mme Guimond l'a dit, déjà, là, à l'heure actuelle, on vient de débuter, là, et les plages sont pleines. Là. Donc, on roule à pleine capacité. C'est pour ça qu'on travaille fort à augmenter notre nombre de plages, donc à peaufiner nos pratiques pour justement être encore plus efficaces. Vous pouvez voir combien de personnes une journée? Bien, actuellement, on avait parti avec des plus petits nombres, mais on peut aller voir jusqu'à peu près, dépendamment de la capacité qu'on a, pour aller à un 15 et 18 patients environ par jour. 15 à 18 patients par jour? Bien, c'est un 8 heures, dans le fond, de 8 heures à 4 heures. Et est-ce que cette clinique-là est disponible 5 jours sur 7? Pour l'instant, oui, elle est disponible 5 jours sur 7, voir comment on va la faire évoluer par la suite. On a quand même, l'autre option que les patients peuvent prendre, c'est les guichets d'accès première ligne qu'on a instaurés dans chacun de nos CLSC. Donc, au CLSC de VDF, j'ai 2 infirmières qui sont présentes à tous les jours, puis aussi la fin de semaine. Même chose au côté de Richelieu pour prendre des rendez-vous. Puis on peut prendre rendez-vous sur Clic Santé, tant pour la clinique mobile que pour les gaps en CLSC qu'on appelle. Oui. Donc, la prise de rendez-vous pour cette clinique-là, c'est un peu le même principe qu'un rendez-vous tout court. Là. Exact. C'est le même chemin pour y arriver. C'est ça. Puis on peut le voir facilement par le site du CIS de la Montérégie Centre, là, Santé Montérégie. Il y a un onglet. Puis à partir de là, ça nous amène. Sinon, par Clic Santé, on peut le trouver facilement. Comment vous établissez le calendrier de déplacement du véhicule? Autrement dit, là, une journée, on est à Saint-Jean, le lendemain, on est à la Colle, le surlendemain, on est à Marieville. Comment vous établissez l'itinéraire ou le calendrier de présence de la clinique mobile? Cette année, suite à des consultations, on a décidé de faire différemment versus l'expérience de l'année dernière. On a décidé de créer une habitude de consommation de soins. Fait qu'on est le même horaire du lundi au vendredi à chaque semaine. À part, là, à Saint-Jean, il y a une fois qu'on est à Saint-Jean, puis l'autre à Iberville, au pavillon... Mille-Roches. Mille-Roches, merci. Je ne vais pas dire Mille-Îles, pour ne pas le dire. Donc, vraiment, en séquence. L'objectif, c'est qu'on veut aussi que les gens savent, bien, c'est pas urgent, je n'ai pas besoin d'aller à l'hôpital, mais j'aimerais ça voir quelqu'un, j'ai pas de rendez-vous dans la clinique, parfait, elle vient, puis là, je peux prendre rendez-vous avec eux. Parce que là, à la base, dans la clinique mobile, le patient voit une infirmière ou un infirmier et un paramédic. Bon, il n'y a pas de médecin. Non. Il n'y a pas de médecin. Sauf qu'en même temps, de ce que j'ai compris, il y a un volet télémédecine dans votre affaire. Pouvez-vous élaborer un peu? Qu'est-ce que c'est au juste? Bien, en fait, je vous dirais, d'une part, c'est un modèle innovant. Là. Il faut savoir que, ça ne se fait pas au Québec. D'une part, on a sorti le paramédic de son véhicule. Ça, c'est la première chose. Hein? On est habitué de voir les paramédics opérer dans leur véhicule de façon, je dirais, conventionnelle. Les paramédics, c'est des gens qui ont quand même une grande expérience, qui sont en mesure de contribuer autrement. Ça, c'est un exercice innovant. Naturellement, il y a le paramédic, il y a également l'infirmier, l'infirmière EPS, mais qui sont aussi soutenus par un médecin de garde, le cas échéant.
Et à la limite, et ça, on est en train de l'intégrer, avoir accès justement à distance à des équipements de pointe qui vont permettre au médecin, qui lui-même est à distance, d'être capable de voir des usagers ou d'évaluer certains enjeux là, de santé là, qui pourraient être identifiés de la part du personnel soignant. Donc, si le personnel soignant de la clinique a besoin d'un avis, a besoin de parler avec un médecin, ils peuvent le faire. Est-ce qu'ils le font par vidéoconférence? Est-ce que, à la limite, même le médecin sur la webcam peut parler avec le patient? Est-ce qu'il y a une interaction possible? Bien, pour l'instant, on a 2 modalités. On a la modalité, là, s'ils peuvent envoyer des textos sur une application sécurisée, là, on s'entend quand c'est données confidentielles. Donc ça, ils peuvent communiquer. Si, exemple, ils peuvent même, là, on va l'avoir lundi, là, au niveau d'avoir un otoscope Wi-Fi. Donc ça nous permet vraiment de regarder le tympan du patient. Puis c'est le médecin qui le voit à distance et il lit la note médicale du patient dans le dossier médical électronique. Donc, vraiment, ça, c'est déjà... Puis à ce moment-là, une fois qu'il confirme le diagnostic, il envoie tout ça à la pharmacie, ça passe. Si le patient a des questions, bien là, on peut faire un Teams avec le médecin pour vraiment créer ce moment-là. Puis on a l'option aussi, effectivement, de si le patient a des questions, d'autres éléments. Ce qu'on veut, c'est qu'on ne veut pas que le patient fasse plusieurs arrêts. On veut le régler en un endroit, puis vraiment d'intervenir là, par rapport à ça. Donc, venir intégrer tout ce qui est le Teams, vraiment tout ce qui est un peu comme M. Bernier disait, là, tout l'aspect très innovant, d'avoir une clinique mobile, puis deuxièmement, d'entrer tout ce qui est de la télémédecine. En fait, ce à quoi ça me fait penser, on a déjà vu dans des reportages des fois où un chirurgien, je ne sais pas, moi, il est à Philadelphie, mais il est en train d'opérer quelqu'un qui est en Europe, ailleurs, à distance. Avec les équipements, on connaît aujourd'hui tout ce contrôle à distance. On le voit dans nos maisons, on le voit dans un paquet de trucs. Donc, je comprends qu'un otoscope électronique, c'est un autre bidule qu'on vient d'inventer, mais qui est drôlement pratique parce que la fameuse infection à l'oreille, l'otite, là, puis là, tu te dis, mais moi-même, je l'ai vécu comme parent. Je me dis, mais pourquoi je vais aller déranger l'urgence parce que je ne suis pas capable de voir mon médecin alors que je soupçonne que mon enfant a probablement une otite? On n'est pas médecin, on ne peut pas faire le diagnostic, mais je comprends qu'avec ce genre d'outils-là, si on vient de sauver des déplacements, c'est incroyable. Oui, c'est exactement ça. Exact. En fait, c'est l'objectif. Hein? L'objectif, c'est pour les problèmes de santé mineurs qu'on est en mesure de pouvoir régler à l'extérieur de l'établissement, à l'extérieur de l'urgence. C'est justement dans l'objectif de désengorger, d'éviter des visites inutiles, puis de se rapprocher du citoyen. Hein? L'idée, là, c'est que vous n'ayez pas à faire 10, 15, 20 minutes, vous déplacer. Bien, là, vous allez avoir la clinique mobile de proximité qui va pouvoir résoudre ces petits problèmes de santé-là. Non, puis dans le cas, je reviens encore au cas des otites, mais je me mets à la place aussi du médecin. On s'entend que c'est un diagnostic qui peut se faire assez rapidement, mais en même temps, je comprends le médecin d'avoir un certain malaise à prescrire des antibiotiques à quelqu'un s'il n'a pas vu les oreilles. Bien, d'où la beauté de vraiment le voir. Puis je pense que c'est vraiment cette philosophie-là qu'on s'est donnée dans la clinique mobile. On s'est dit, tu sais, c'est un peu l'imagination qui est notre limite. Donc, comment aller plus loin dans nos soins de santé? Comment offrir quelque chose qu'on n'offre pas pour que le patient, on puisse régler rapidement? L'infirmière clinicienne a un champ de pratique très, très élaboré. Donc, comment l'utiliser au maximum pour aussi bien redéfinir l'expertise infirmière, puis utiliser le médecin pour lui donner la capacité pour soigner sur quoi il a été formé, évidemment. Puis nous, vraiment traiter jusqu'où on peut aller le plus loin possible. Donc, pour le moment, la clinique mobile est principalement dans la partie au Richelieu-Rouville, je comprends, mais est-ce qu'un jour, ça pourrait même s'extensionner dans la partie de l'agglomération de Longueuil, du 6 Montérégie-Centre? Pour l'instant, on est du côté de Richelieu-Rouville. Il nous reste des discussions, puis de finaliser notre projet pilote, mais c'est sûr que l'objectif d'un projet qui fonctionne bien avec nos collaborateurs, vous avez vu, on a quand même nos collaborateurs. Bien, ça serait, dans le fond, le but, c'est de donner le maximum d'offres de services là, au niveau des usagers de notre CIS. Bien, à vous deux, merci beaucoup. Fort intéressant. Donc, on va inviter les gens à découvrir ce nouveau service et bien sûr à s'y inscrire comme on le fait normalement pour une prise de rendez-vous, mais dans ce cas-ci, dans le cadre de la clinique mobile. Merci beaucoup. Merci. Merci. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Nous sommes 29 000 infirmières et infirmiers auxiliaires au Québec. À prioriser votre santé. Aux 4 coins de la province, on affronte les pandémies. On soulage vos maux. Et surtout, on prend soin de vous. On partage vos joies. On vous soutient dans les épreuves. Et on est toujours là, quoi qu'il arrive. Ensemble, on gravit les marches, une à la fois. On repousse les limites pour évoluer et prendre notre place. Nous sommes déterminés, essentiels, fiers. Ensemble, mettons le cap vers la pleine reconnaissance de la profession.
Parlons de la journée des infirmières et infirmiers auxiliaires. Il y a une campagne publicitaire qui roule depuis quelques jours. Et parmi les quelques infirmiers et infirmières qu'on voit dans cette publicité-là, il y a un type qui travaille, lui, dans la région de Saint-Jean-sur-Richelieu, au 6 de la Montérégisante. Il s'agit de Denis Desragons. Bonjour et bienvenue. Bonjour, M. Latour. Merci. Comment on de me fait pour se recevoir. retrouver dans cette publicité-là? C'est un concours? En fait, c'est un appel de candidature qui a été fait à tous les membres infirmières et infirmières auxiliaires du Québec par le biais de l'Ordre professionnel pour participer à une journée de tournage pour promouvoir la profession d'infirmière et infirmière auxiliaire. Pour, en fait, démontrer qu'on était essentiel au réseau de la santé. Tout ça. C'était en vue d'une campagne publicitaire là, pour la journée du 5 mai, qui est la journée des infirmières et infirmières auxiliaires. Parce qu'au total, il y a quoi? Il y a 14, hein, c'est ça? Il y a 14 Oui, il y a 14 candidats qui ont été sélectionnés, c'est ça, moi, ils nous demandaient vite comme ça, là, faire une histoire courte, d'envoyer une vidéo d'une quinzaine de secondes, pourquoi c'est important pour nous, la profession d'infirmière auxiliaire. Et puis, c'est ce que j'ai fait. Dans mes temps libres, là, entre Noël et le jour de l'an, on avait moins de cas. Est-ce qu'on sait combien de candidatures ils ont reçues? Est-ce que vous l'avez su, ça? J'ai posé la question. J'ai dit, est-ce que j'étais le seul? C'est pour ça que j'ai été choisi. Là? Elle dit non, M. Desragons, vous êtes privilégié. Il y a 3500 infirmières auxiliaires à Montérégie, puis ils ont reçu plusieurs candidatures. Alors, ce qui faisait que je sortais du lot, c'est que j'étais dans une spécialité, l'endoscopie, à l'hôpital du Rochelieu, au 6 Montérégisante. Et puis, probablement qu'ils ont trouvé ça intéressant d'exploiter ce côté-là, parce que c'est le but de la campagne de promouvoir notre compétence, nos champs de compétences dans des spécialités comme ça, entre autres. Bon, je trouve, moi, j'ai plusieurs personnes dans mon entourage qui sont dans le domaine de la santé, et souvent, je pense que les gens comprennent peu ou connaissent mal la profession d'infirmier, infirmière auxiliaire. Je pense que les gens saisissent ce que c'est un préposé aux bénéficiaires. Les gens comprennent aussi ce que c'est une infirmière, un infirmier, mais c'est le mot auxiliaire, dans le fond. C'est quoi la différence entre l'infirmier, infirmière ou le préposé aux bénéficiaires? C'est quoi l'entre-deux? Qu'est-ce que vous faites ou vous ne faites pas au juste qui vous distingue des autres professions? En fait, j'ai souvent répondu 10 à 15 000 $ par année. Oui, ce qui est vrai aussi. Ce qui est vrai aussi, mais quoique les préposés nous rattrapent tranquillement avec la vague qu'il y a eu. Évidemment. Essentiellement, c'est que c'est un DEP, c'est un cours qui est donné à l'école secondaire, l'école des métiers. Formation professionnelle, effectivement. Puis c'est ça, c'est pas l'infirmière, une infirmière autorisée, une infirmière, c'est au cégep. Et puis, il y a le champ de compétences est différent, là, c'est sûr. On ne peut pas donner de médicaments intraveineux, entre autres, là. Mais on peut contribuer beaucoup, tu sais, comme pour s'épauler, compléter le travail à faire, là. Mais il y a même eu des changements de mémoire. Là, je ne me rappelle pas en quelle année, mais il y a eu une époque où les auxiliaires ne pouvaient pas piquer. Non, et ça, c'était rajouté, mais ça, vous avez le droit de faire ça aujourd'hui. Effectivement, notre champ de compétences s'est élargi. Et je suis bien content de ça parce qu'à un moment donné, on était au début plus limité en CHSLD, tout ça, des unités de médecine, un peu de pédiatrie, ces choses-là. Mais avec tout ce qui s'est rajouté, les actes qu'on peut faire maintenant, on peut couvrir plus large. On peut travailler... C'est un peu votre cas à vous, parce que vous êtes en endoscopie. Oui, c'est ça. Que fait l'infirmier ou infirmière auxiliaire dans un département d'endoscopie? Initialement, quand j'ai commencé, j'étais à l'accueil. Je préparais je préparais même pas les patients. Le questionnaire était réservé aux infirmières à ce moment-là. J'accueillais les patients, j'installais les cathéters, prendre les signes vitaux, ces choses-là, les choses de base, basiques. Puis ça, c'était le prix. Puis le poste, au retour de l'examen, on surveillait les paramètres, les signes vitaux encore une fois, puis tout ça. Puis on se référait à l'infirmière s'il y avait un problème ou quelque chose.
Et puis est venue la pandémie. L'équipe a été comme coupée de moitié pour aider d'autres départements. L'équipe d'endoscopie sont allés travailler ailleurs, tout ça. Moi, ben ils m'ont gardé sur le département. Et puis là, je me suis dit, ah, mais regardons ça. À force d'entendre le questionnaire, là, j'ai pu commencer à en faire aussi. Fait que c'est comme ça que ça a parti. Mon Donc, rôle, ils nous ont confié plus de tâches? Oui, et c'est ça. La pandémie a amené des bonnes choses pour la profession. On a pu exploiter plus nos champs de compétences. Bon, ça, c'est de l'endoscopie, mais vous devez avoir des collègues aussi dans d'autres auxiliaires dans d'autres départements qui sont appelés à faire d'autres tâches ou qui, peut-être, leurs tâches se sont aussi élargies. Effectivement, si on prend un exemple de l'urgence, avant, on allait remplacer à l'urgence. Maintenant, il y a des postes d'infirmières auxiliaires à l'urgence. Au bloc opératoire, on est présent. Je parle pour le 6 Montérégie à Saint-Jean et l'hôpital Charlemagne. La pédiatrie, on était déjà là. Il y a l'hémodialyse, ce secteur-là aussi, il y a des infirmières auxiliaires qui travaillent là. Fait que c'est plus intéressant. C'est plus large. On a plus de possibilités de s'épanouir. Mais est-ce qu'on se sent plus utile ou je ne sais pas, est-ce qu'autrefois, il y avait parfois des frustrations de dire, ben voyons, je serais capable de faire ça, mais là, je n'ai pas le droit, mais bon, je pourrais le faire. Là. Comme tu dis, le questionnaire, à un moment donné, je dis, ben là, je serais capable de faire ça. Puis effectivement, à un moment donné, je me suis mis à faire des questionnaires, à préparer les patients, puis à un moment donné, ben c'est ça. On pourrait t'orienter dans les salles d'endoscopie. Fait que j'ai dit, ben oui, certainement. C'est pas sorcier. Tu es sous la supervision des autres professionnels, là, comme l'infirmière puis le médecin qui te dit quoi faire. C'est sa demande explicite. Tu exécutes qu'est-ce qu'il demande. C'est pas compliqué, ça. Ouvre, ferme une pince pour une biopsie. N'importe qui peut faire ça. Mais quand on regarde dans le monde de la santé, là, depuis les 30 dernières années, bon, on parlait de pénurie de médecins, tout ça, puis on voit qu'au fil des années, les préposés en font plus, les auxiliaires en font plus, les infirmières, qu'elles soient techniciennes ou bachelières, en font plus. Il y a des IPS aujourd'hui. Pour qu'ultimement, le médecin soit maximisé dans sa tâche diagnostique et que tout ce qu'il y a alentour puisse être fait par d'autres personnes. Oui, tout pour le patient. C'est ça qui est l'important. Comme je disais tantôt, chaque personne a la bonne place, puis c'est une valeur ajoutée pour le service à la population. Bon, mine de rien, sécuritaire vous êtes 29 000 infirmiers, infirmières auxiliaires au Québec, donc 29 000 à exercer cette profession-là. Donc, ce qui est un peu imagé aussi donc, par la fameuse campagne publicitaire avec avec des gens comme vous qui ont prêté leur visage. Comment s'est déroulé le tournage? Bon, tourner une publicité, c'est pas anodin, là? J'ai eu du fun à faire ça, vraiment. Peut-être un peu trop, j'étais fatiguant auprès de mes collègues, là. Mais non, j'ai vraiment apprécié ça. Tu es bien encadré, tu es bien entouré par l'équipe des communications là, de l'Ordre. J'ai été bien suivi, tout ça. Ce fut très intéressant à faire. Puis ça me permet de faire rayonner notre profession. Ça peut encourager d'autres infirmières auxiliaires à venir travailler dans les spécialités. C'est possible. C'est ça qui était l'idée. J'étais fier de ce que j'ai accompli depuis 4 ans en endo, la date. Là, puis c'est pas fini. Là. Je vais être orienté en uro, en gynéco. Là, présentement, j'ai été formé pour faire travailler en pneumo, là, faire des bronchoscopies, là, des examens des poumons avec un scope. C'est ce que j'ai fait cet après-midi. À chaque fois que je prépare le matériel pour faire l'examen, je me pince, je suis fier de faire ça, je suis content. Puis on souhaite que ça soit uniformisé à travers la province. Là. C'est ce que veut l'Ordre, en fait. Que ça soit, la profession soit reconnue puis uniformisé là, dans tous les CIUS. Ça soit, ça, ce que vous êtes en train de dire, c'est qu'il y a d'autres endroits au Québec où les infirmiers, infirmières auxiliaires sont peut-être pas utilisés à profit, comme c'est le cas chez nous? Exactement. Ils le sont, mais c'est pas partout pareil. C'est pas standardisé? Non, pas encore. C'est d'ailleurs pour ça que l'Ordre s'est présenté ce matin à l'Assemblée nationale pour déposer une mémoire là, pour
favoriser l'utilisation des infirmières auxiliaires dans tous les milieux là, de soins, pour que ça soit uniformisé partout, que le gouvernement nous reconnaisse là, comme des professionnels compétents, là, pas juste fins, puis... mais je présume que, c'est mon opinion, mais j'ai l'impression que le fait que le mot infirmière, infirmier avant auxiliaire, la confusion peut venir de là pour le commun des mortels. Bien, pas pour moi, je veux dire. Non, pas pour vous, mais pour nous, là, une infirmière, c'est une infirmière. Auxiliaire, pas auxiliaire, c'est quoi vraiment la différence? Bien, si on fait que le commun des mortels le savent. Un plombier, c'est un plombier, un électricien, c'est un électricien. Mais c'est ça, là. Je comprends. Fait que c'est aussi important dans l'équipe de soins, un infirmière auxiliaire, ou un infirmière auxiliaire, qu'un infirmière, ou un aide de service préposé. Tout ce monde-là travaille pour donner des soins sécuritaires à la population, puis... faut que vous faites ça depuis combien de temps? Moi, 30 ans. J'ai 31 ans de service, bientôt 32. Là. Il en reste combien? Environ 5. Puis j'aurais laissé quelque chose pour mes consoeurs là, qui vont suivre, et consoeurs et confrères. Et là, cette campagne publicitaire de l'ordre professionnel roule pendant combien de temps? OK. Bien, en fait, c'est débuté depuis le début avril sur les réseaux sociaux, les plateformes, Instagram et tout. Là. Et puis, ça sortait le 5 mai, la campagne, la vidéo, là, que... Tout le long du mois d'avril, ça nous a... il faisait rayonner les différents têtes d'affiche qu'il avait choisies, si on peut ainsi le dire. Puis c'est ça sortait le 5 mai, dans le cadre de la journée de l'infirmière auxiliaire du Québec. Et puis, c'est ça. Je voudrais dire que tout ça, c'est devenu possible, que je puisse m'épanouir comme ça. C'est grâce à l'équipe d'endoscopie de l'hôpital du Haut-Richelieu, là, les médecins spécialistes, les infirmières et tout le personnel ont été très réceptifs à ma rentrée dans les salles d'examen. Et puis, ça donne un plus pour les services qu'on donne. Denis Desragon, merci beaucoup. Oui, ça fait plaisir, M. Latour. Restez avec nous. On vous revient après ceci. Les thermoplastiques d'hivernation des bateaux sont maintenant acceptés à l'écocentre d'Iberville de Compo-Richelieu. Qu'est-ce que c'est? Vous savez, l'hiver, quand on a des bateaux, il y en a qui comme des enveloppes bleues, c'est du gros plastique. Du thermoplastique, c'est maintenant accepté, on peut le recycler, donc plus besoin de le mettre aux ordures, mais juste d'aller le porter à Iberville, à l'écocentre. À demain. Bye-bye.